Il y a 3 mois, on faisait une vidéo sur le crack immobilier. Je ne pensais pas refaire une vidéo dessus. Aujourd'hui, on va regarder parce qu'il y a des données que je veux vous partager absolument. Il y a 3 mois, je pensais que le marché immobilier n'était pas en bonne forme, mais là, c'est encore pire et je vais vous montrer du coup les données que j'ai récoltées pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble et en plus de ça, vous pourrez du coup faire vos propres conclusions. Analyse Immo, c'est la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Aujourd'hui, le thème de la bulle immobilière va-t-elle éclater? Comment se protéger? Comment envisager sa stratégie dans cet environnement-là? Effectivement, les choses se corsent et on va du coup avoir besoin de réadapter notre stratégie d'investisseur. Surtout si on démarre, on peut démarrer du mauvais pied et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Donc vous allez voir ça tout de suite. Il y en a beaucoup qui vous disent que tout ira bien, des spécialistes, etc. Il faut faire très attention parce que c'est déjà différent en fonction du moment où vous regardez ce genre d'analyse et surtout en fonction de votre propre profil. Quand les marchés crashent, les marchés financiers, on parle des actions, on parle des crypto-monnaies, eh bien tout le monde a son niveau de patrimoine qui réduit et donc ça crée un climat en fait qui devient différent et on va voir que ça touche aussi l'immobilier, c'est pas un cas isolé. En effet, quand vous avez moins de revenus disponibles, d'épargne de précaution et d'argent à placer, eh bien tout baisse un peu comme l'effet domino. Voilà, il y a un domino qui tombe, tous les dominos de la chaîne s'effondrent en même temps et du coup, il y a des stratégies pour pouvoir bénéficier de conditions mauvaises pour pouvoir justement en ressortir grandi. C'est évidemment uniquement sur des stratégies long terme qu'on peut faire la différence. Quand il y a moins de revenus, il y a moins de dépenses. Et quand il y a moins de dépenses, il y a moins de profit pour les entreprises. Et quand il y a moins de profit pour les entreprises, il y a moins d'investissement parce que les résultats sont moins bons. Et quand il y a moins d'investissement, en fait, tout part un peu à volo. Et c'est ça, en fait, la situation qu'on va regarder. C'est un peu, en fait, un cercle vicieux. Parce que si on reprend le même exemple, quand il y a moins de revenus parce que les entreprises pensent qu'on est en récession ou parce qu'on va avoir une période difficile après, eh ben, il y a moins d'épargne. S'il y a moins d'épargne, il y a moins de consommation. S'il y a moins de consommation, il y a moins d'investissement. S'il y a moins d'investissement, il y a moins de profit pour les entreprises et du coup, il y a des gens qui sont licenciés, donc il y a moins d'épargne, moins de revenus, etc., etc. Et on peut faire la boucle à l'infini. Alors, vous allez me dire, ok, c'est très bien tout ça, c'est de la macroéconomie, mais pourquoi faire un sujet sur la bulle immobilière du coup? En fait, tout ça parce que ce sont des cycles. L'économie, c'est des cycles à court terme, des cycles à moyen terme et des cycles à long terme, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le dit lui-même, les récessions font partie des cycles économiques et c'est tout à fait naturel. Mais il y a 3 choses que vous devez retenir. La première, c'est d'anticiper. Toujours garder un temps d'avance, toujours avoir une pièce sur l'échiquier qui est faite pour un move supplémentaire et pas à une seule longueur, voire à 2, 3 mouvement de votre adversaire, donc ici les conditions économiques, vous l'aurez compris. Donc voilà, toujours avoir un temps d'avance sur son adversaire. Une fois qu'on a sa stratégie, qu'on a réussi à anticiper, il faut se préparer à l'éventualité. Et donc préparer l'éventualité, c'est mettre en place les hypothèses et déclencher des actions réelles lorsque cela se produit. Et une fois qu'on a déterminé les actions et les hypothèses, quand les hypothèses se réalisent, il faut surtout croire en sa stratégie, donc persévérer absolument pour arriver à ses fins. Et donc on est dans cette phase-là pour moi, cette phase économique où on doit anticiper, se préparer et en profiter. Je sais que ça fait un peu peur, que c'est pas vendeur d'ailleurs, mais c'est la réalité, ce sont les données qu'on a et il faut regarder la réalité en face. Il faut regarder la réalité en face sans émotionnel. L'investissement, ce n'est pas de l'émotionnel, ce sont des chiffres et des choses tangibles. En ayant dit tout ça, de quoi on va parler pour le sujet de la bulle immobilière? On va parler bien évidemment des crédits immobiliers. On va parler aussi des taux d'intérêt, en sachant qu'il y a beaucoup d'investisseurs et de promoteurs, même des grosses structures, qui gèlent totalement
les projets. De la même manière que sur le crédit, il y a des financeurs qui gèlent aussi les dossiers. On va voir qu'il y a aussi beaucoup de similarités avec la crise de 2008 que tout le monde, ou presque, connaît. Même si on n'était pas investisseur à l'époque, on la connaît, on l'a vécu, on en entend parler encore aujourd'hui. La première donnée, du coup, c'est sur les crédits. Les crédits, il faut que vous sachiez que, d'ailleurs, ce n'est pas un phénomène français, hein, c'est un phénomène qui s'observe aux États-Unis, qui s'observe en Europe. On a une réduction des candidatures à un dossier qui est de 50%. C'est énorme. C'est plus de la moitié de ce qu'il y avait l'année dernière. Ce sont des données qui sont sur une année glissante, donc c'est les données de ce mois-ci par rapport au mois de l'année dernière, en sachant que le mois d'août est un mois assez calme en général, qu'en septembre on a des pics d'activité et des demandes qui surgissent un peu plus nombreuses. Là, aujourd'hui, on compare de août à août, mais août l'année dernière, c'était aussi normalement une période calme, mais s'il y a des conditions un peu plus difficiles. La baisse de moitié pourrait se traduire, si on était un peu clément, en se disant que l'année 2021 a été une année exceptionnelle, que du coup on est plus autour des 40%, vu qu'on est sur une année anormale l'année d'avant, mais quand même le chiffre de 50% de réduction de moitié est super parlant. Donc s'il y a moins de candidatures à des dossiers de financement, vous vous doutez bien qu'il y a moins d'offres sur le marché, moins d'acquéreurs, et donc que les vendeurs se retrouvent sur les bras avec un inventaire, un nombre d'offres et donc de biens immobiliers à vendre qui est supérieur à la demande, ce qui ne s'est pas beaucoup observé dans les 10 voire 15 dernières années. Deuxième donnée qu'on va regarder, même si vous ne connaissez pas, vous allez comprendre tout de suite où je vais en venir, ce sont les données des courtiers spécialisés en refinancement, donc ceux qui regroupent un peu les crédits. Par exemple, quand vous avez un ou deux crédits déjà en cours, vous pouvez les regrouper, renégocier le taux. Mais là, on va appeler ça le refinancement. Et sur le refinancement, on a aussi une baisse de moins 75% d'activité, ce qui est encore plus parlant. Et donc, les fameux courtiers qui s'occupaient du refinancement vont perdre leur chiffre d'affaires de manière drastique. Ça veut dire qu'en perdant 75% de leur activité, ils passent d'un revenu par exemple d'un chiffre d'affaires à 50 000 par mois à un chiffre d'affaires à 10 000 par mois. Je pense que du coup, cette activité-là va soit être fortement compromise, soit quasiment nulle sur les années prochaines. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas dans le marché de l'immobilier, vous n'êtes pas un pro de l'immobilier, vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, vous allez comprendre où je veux en venir. Là où je veux en venir, en fait, c'est que sur une vente moyenne en France, aux alentours des 250 000 euros, vous allez doubler en fait la mensualité de crédit d'ici peu, ce qui est énorme. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas se le permettre, donc on va avoir des mensualités, au lieu d'être aux alentours des 1 000 euros par mois, on va avoir du coup des 2 000 euros par mois, et ça c'est complètement fou. Donc c'est le fait de pouvoir s'offrir une maison qui va être remise en cause. Je dis pas que ça peut pas être un phénomène à court terme, je ne l'exclus pas, mais par contre pour moi ça va durer au moins sur le moyen terme, puisqu'on va devoir en fait corriger le tir par rapport aux années d'exubérance 2020-2021. On va peut-être revenir plutôt à des choses normales, conventionnelles, comme 2017-2018, où là, on avait encore des conditions, on va dire, facilitées, mais plus de dossiers traités de manière normale en termes de nombre, même peut-être avant, hein, 2014-2015. Donc là, ça va vraiment changer la donne sur les mois et les années à venir. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas grand monde qui pourra se permettre de passer du gap du doublement en fait des mensualités. Donc ça encore, ça réduit aussi la demande. Et si les vendeurs veulent vendre au prix qu'ils s'imaginaient en 2020-2021, on va dire pour cette vidéo au top, au plafond, au maximum de la bulle immobilière, ils peuvent encore s'accrocher. Alors on peut se dire, oui mais attends, t'es bien gentil, mais les taux d'intérêt ils vont pas passer de 2% à 4%, on n'est pas non plus dans une situation hyper grave. Et bien en fait, j'ai beaucoup de raisons de le penser, et ça c'est quelque chose que j'aimerais discuter avec vous, et que j'aimerais surtout attirer votre attention si vous ne l'avez pas dans le radar en fait. Alors pourquoi
j'ai des raisons de le penser? Eh bien en fait, si on prend un graphique des taux d'intérêt d'emprunt sur 25, 30, 40 ans, en fait, on n'a jamais été aussi bas en termes de taux d'intérêt. Aujourd'hui, donc, on est sur des dossiers minimum 2%, sinon c'est bloqué, hein, enfin, après, il y a des exceptions, mais sur la moyenne, on va plus être autour de 2,5% en septembre, et on a des raisons de penser, nous, que les taux d'intérêt vont peut-être se retrouver dans les 4 à 5%, ce qui fait un double du chiffre actuel, parce qu'en fait, l'historique des taux d'intérêt nous le démontre. Dans les années 2000, on était entre 5 et 6%, et tout le monde trouvait ça normal. On a eu 20 ans, en fait, en termes macroéconomiques, qui ont été plutôt exceptionnels, avec une baisse des taux et du coup une inflation des actifs naturellement, puisque l'argent était pas cher à emprunter. Et là, je vous vends rien, hein, vous faites ce que vous voulez avec votre maison, etc. Mais l'histoire des chiffres nous donne ces données qui sont ultra importantes. Et qu'est-ce qui fait en fait ce phénomène? On a eu des taux d'intérêt qui étaient plus hauts en 2000, on a eu encore des taux d'intérêt ultra hauts lors des chocs pétroliers pour les plus anciens, donc dans les années 70. Et alors, on peut dire, mais oui, mais là, il y a des conditions exceptionnelles, on sort d'une crise sanitaire, on sort de plein de choses. Mais à l'époque, il n'y avait pas de crise sanitaire, il y avait un choc pétrolier, c'était totalement différent. Il y avait peut-être plus d'emplois, aujourd'hui il y en a peut-être moins, ou l'inverse. En fait, secteur par secteur, on peut regarder ce qui se passe, et du coup, l'historique est hyper important à regarder pour avoir une perspective long terme. On ne peut pas se retrouver dans les mêmes conditions que les 20 dernières années pour les 20 prochaines. On ne peut pas dire pour un investissement que le passé va présager du futur. Et c'est souvent ce que les vendeurs de rêves vous vendent, c'est-à-dire ils vous disent bah, puisque ça a marché pour moi pendant 10 ans, regarde, les 10 ans prochains pour toi, ça va marcher comme ça. Eh bien non, en fait, c'est justement là où est le piège, tout simplement. Maintenant, on parle d'une augmentation à 4 ou 5%. Je ne veux pas vous faire peur, mais imaginez qu'on aille à 6 ou 7. Ça s'est déjà vu, hein? Eh bien, ce serait encore pire. Et du coup, il faut absolument analyser cette situation aussi. Je ne dis pas que ça va y arriver, mais par contre, si ça y arrive, eh bien là, il faut absolument être prêt. Être prêt soit parce que si on a du résidentiel, on pourrait vendre un peu. Si on a des projets d'investissement ou qu'on est déjà surendetté, on va peut-être geler un peu les trucs. Si on n'a rien fait encore, peut-être on fait un petit investissement, mais on garde un peu de cash pour justement être prêt pour ces éventualités-là. Et on parle d'augmentation de taux d'intérêt. Mais par contre, du coup, si on parle de krach immobilier et d'explosion de la bulle, bah, une augmentation de taux d'intérêt par 2, bah, ça pourrait faire cracher un marché immobilier, ça dépend où, encore une fois, hein, plutôt dans les grandes villes où il y a eu de l'exubérance, bah, de 30-40% facilement, sans que ça, entre guillemets, soit quelque chose qui n'est jamais arrivé. On n'est pas non plus, il ne faut pas paniquer non plus à ce moment-là. Il faut justement réfléchir un petit peu et se dire est-ce que ce ne serait pas plutôt une opportunité? Maintenant, le deuxième point qu'on va regarder, c'est la promotion immobilière, la construction immobilière. C'est un indicateur avancé, c'est un indicateur de professionnel. Et pourquoi on va parler de ça? Parce qu'en fait, les promoteurs et les constructeurs ont commencé à faire baisser leur prix pour vendre sur plan. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de demandes pour faire les fins de projet, pour faire les projets. Un projet de vente sur du neuf, en général, c'est sur plan et on attend 1 an, 1 an et demi, 2 ans, voire 3 pour voir éclore en fait son appartement ou sa maison. Et bien là, on est dans les mêmes conditions que 2006. Et 2006, je vous rappelle, c'est 2 ans avant la crise des subprimes aux États-Unis qui a eu des répercussions dans le monde entier, ou du moins dans le monde développé occidental. Et là, ça fait vraiment la différence. C'est pour moi un des points clés qu'il faut analyser. On pourrait se retrouver en fin d'année 2022 avec des chiffres comme 800 000 ventes sur l'année. Alors 800 000 ventes sur l'année, ça ne vous parle pas, mais sachez qu'en 2020, on a eu environ 1 million de ventes, que sur 2021, on a eu 1 200 000 ventes, une explosion hein, des ventes, on ne peut pas se mentir sur ça. Et bien, si on arrive à 800 000 ventes, on pourrait du coup avoir un déclin
de l'ordre de 30%, comme je vous le disais juste avant. Et ça fait vraiment, encore une fois, ça prend tout son sens, on va dire. Alors après, ça ne veut pas dire que dans 5 ou 10 ans, on ne se retrouve pas dans les mêmes conditions qu'avant la crise financière. Hein. Je parle là ici pas la crise sanitaire. Mais par contre, là, ce dont on discute aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous faites maintenant dans les prochains mois et l'année qui va arriver sur votre stratégie 2023-2024. Si vous voulez acheter une maison résidentielle, par exemple, maintenant, ou un appartement en résidence principale, vous allez peut-être avoir envie de réfléchir un petit peu quelques semaines, quelques mois, et même un an. Donnez-vous un peu de temps de réflexion, parce qu'il va peut-être falloir utiliser ce cash à meilleur escient, meilleur investissement, si vous n'avez pas un cash flow, un rendement, un salaire, un revenu complémentaire. Ce n'est pas le moment de se précipiter dans une espèce de charge en plus avec des travaux d'entretien. Ok, vous dépensez un loyer si vous êtes locataire, mais si vous êtes acheteur en résidence principale, vous avez des taxes foncières, vous avez des taxes d'habitation, vous avez des charges de copropriété. Il ne faut pas croire que c'est la panacée non plus. Et d'ailleurs, si on regarde le nombre d'annonces sur les sites d'annonces immobilières, on voit qu'il y a une baisse encore entre janvier et environ avril de cette année. Donc une baisse du nombre d'annonces signifie qu'il y a plus d'acheteurs pour le nombre d'offres, pour le nombre de vendeurs. Mais par contre, à partir d'avril jusqu'à aujourd'hui, on remarque qu'il y a une augmentation de plus 15%, ce qui est faramineux, du nombre d'annonces d'annonces de logement sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites comme Se Loger, comme Logikimo, etc. Les sites, même PAP, mais PAP est moins regardé. Donc là, vous avez vraiment une indication du fait qu'il y aura plus d'offres que de demandes, et donc les prix vont au minimum stagner, voire baisser. Alors il y a plein de raisons à ça, hein. Il y a le fait que du coup on regarde des données qui sont d'année en année, donc l'année d'avant était exceptionnelle, et surtout on a de plus en plus de régulations, on a les DPE qui rentrent en ligne de compte, donc ça met un peu fin à l'histoire, et surtout le gel de l'octroi de crédit, et là on fait vraiment quelque chose de significatif, plus 15% entre avril et aujourd'hui. Donc on a de plus en plus d'annonces immobilières sur le marché, des promoteurs et constructeurs qui ont du mal à remplir les projets neufs. On a des acheteurs qui se voient refuser de plus en plus leur dossier de financement. Il ne faut pas être un génie en macroéconomie ou économiste pour comprendre que si les vendeurs veulent vendre, ils vont devoir adapter leur prix, et rapidement. En plus de ça, rappelez-vous au début de la conversation, et vous allez comprendre en fin de vidéo où on va en venir, on a dit que les entreprises anticipaient une récession. Si les entreprises anticipent une récession, elles vont licencier malheureusement, elles ne vont pas octroyer les augmentations de salaire classiques, donc ça va faire encore des dossiers qui vont être de plus en plus faibles, et si les dossiers sont de plus en plus faibles, le nombre de dossiers de financement qui étaient déjà en baisse, en gel chez certains établissements de financement et établissements bancaires, va encore plus être impacté. Rappelez-vous, on est sur les niveaux de 2006. Donc de 2006 à 2007, il y a encore de la marge, et peut-être qu'après, on va avoir une crise de la même ampleur que 2008. Et rappelez-vous, dans la vidéo du crack immobilier, je parlais de baisse de 10-15%, etc. Mais là, ça peut être encore pire, parce que si la bulle de 2020-2021 venait à dégonfler, la bulle de 2020-2021, elle est plus grosse que la bulle de 2007. Donc, faire attention sur l'ampleur du crack de 2024, allez, 25 peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas avec une boule de cristal pour cette vidéo. Et un des derniers points, et donc vous allez comprendre où je veux en venir, que je voudrais que vous regardiez, c'est la vente aux enchères. Pourquoi? Les ventes aux enchères, en fait, c'est les saisies de biens qui n'ont pas pu être remboursés en termes de dettes par leurs propriétaires. Alors c'est très malheureux, c'est s'enrichir sur le malheur des autres, je suis désolé, mais par contre, ça peut créer une opportunité pour ceux qui ont su préserver leur patrimoine pour envisager les crises. Et ça devrait être le nombre de biens vente aux enchères par adjudication qui devrait exploser selon moi pendant les 2 prochaines années. Pour vous donner une idée, alors ce n'est pas des données européennes, c'est des données américaines, mais vous diriez combien pour le nombre de ventes aux enchères
et le taux d'évolution. Donc ça a plutôt augmenté entre l'année dernière et cette année. Vous diriez combien? 20% de plus, 30% de plus, 50% de plus peut-être? Eh bien tenez-vous bien, le nombre de ventes aux enchères aux États-Unis, alors c'est pas pareil, les conditions de crédit sont différentes, il y a des taux variables, etc. Donc les gens sont plus vite sur la paille, hein, on va pas se mentir. Mais tenez-vous bien, le nombre a augmenté de 700%. 700%, ça fait du x7 x8. Hein. Donc le nombre d'annonces aux ventes aux enchères a explosé et c'est ce que on peut peut-être envisager aussi sur notre marché à nous. Et pour ceux qui ont vu le film The Big Short, là, le film où le fameux trader anticipe la crise des subprimes et fait gagner des milliards à son entreprise, à sa boîte de financement, son fonds d'investissement, eh bien, on pourrait peut-être, nous, être à notre niveau des espèces de big shorters et anticiper ça pour pouvoir en profiter, que ce soit sur le marché des ventes aux enchères ou le marché immobilier classique, bien évidemment aussi, il faut le garder en tête. Je souhaite nuancer mes propos. Pour ceux qui ont fait un investissement locatif, avec un cash flow positif, un taux d'intérêt fixe et sur 25 ans, pour vous, il n'y a pas de raison de paniquer. Vous avez vos chiffres, vous avez votre investissement qui va tomber. Le seul truc qui peut un peu vous inquiéter, c'est la vacance locative, comme tout projet d'investissement locatif. Mais ça, vous avez analysé l'emplacement, vous avez choisi une ville dynamique, vous avez rempli les critères pour le minimiser, ce risque. Donc là, vous avez encore une fois un regard qui est différent. Là, je m'adresse vraiment dans cette vidéo aux gens qui ont du patrimoine immobilier qui dort ou de l'immobilier résidentiel avec par exemple un bien sur Paris à 500, 600, 700 000 euros et un patrimoine, je ne sais pas moi, de 800 ou 900 000. C'est-à-dire que votre résidentiel ne vous rapporte rien tous les mois, vous comptez sur votre salaire uniquement et en plus de ça, ça prend je ne sais pas combien de pourcentage de votre patrimoine, 70, 80, 90%. Là, ça c'est totalement idiot pour moi, c'est un point de vue, c'est un point de vue tranché, mais réfléchissez bien à votre répartition à ce moment-là. Alors je parle d'immobilier parisien, mais ça peut être n'importe quoi d'autre à la campagne, dans les villes de taille moyenne, dans les villes en région, etc. Prenez votre cas et essayez de l'adapter au contenu de cette vidéo. Donc voilà ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous réfléchissiez à votre stratégie, pas dans 6 mois, maintenant, ce week-end, le week-end prochain, réfléchissez à votre stratégie. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires et surtout, pensez à vous former en permanence. Pas forcément avec moi, moi je m'en fous, mais pensez à prendre de la connaissance, que ce soit au niveau macroéconomique, que ce soit au niveau microéconomique de votre marché local immobilier, que ce soit au niveau de l'investissement de manière générale. Il n'y a pas que l'immobilier dans la vie, il y a les actions, les obligations, les crypto-monnaies, etc. L'art, j'en sais rien, prenez ce que vous voulez, mais formez-vous, trouvez un domaine d'expertise parce qu'il va y avoir des opportunités dans les 6 mois, 1 an qui viennent et il va falloir les saisir. Si vous avez déjà un domaine d'expertise, vous pouvez déjà vous préparer et ça c'est exceptionnel, ça peut être une opportunité qu'on croise pas beaucoup de fois dans une vie et moi, alors j'ai pas de boule de cristal, encore une fois, ça peut être dans 5 ans cette histoire, mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose qui va nous permettre justement de ressortir grandi de ces expériences. Merci à tous, mettez un j'aime, abonnez-vous, on fait des vidéos sur les sujets immobiliers qui sont importants pour vous, donc pour ne rien rater, restez avec nous, c'était Analyse Immo, je vous dis à bientôt, ciao.